Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Je suis toujours avec Blaise Ndoumbe-Eyoum, psychothérapeute et chef d'entreprise, Sega Goundiam, consultant en management, normes et contrôles internes, Grégory Sileni, chargé de communication du TEM, Ensemble pour Madagascar, une coalition de soutien au président de la République, André Joël. Alors nous parlions de cette réforme justement voulue par le président malgache, et Sega Goundiam, vous disiez en off que l'hypothèse de voir finalement les députés, mais surtout les sénateurs, de valider finalement leur disparition n'a rien d'une évidence finalement, puisqu'il y a une forte opposition à l'Assemblée nationale et pour valider le projet, il faut les 3/4 de l'Assemblée. Cela dit, je suis quand même surpris que dans une constitution comme la vôtre, ils aient prévu à la fois de passer la barrière de l'Assemblée, du Parlement, et ensuite de passer au référendum. C'est assez curieux, en général, le référendum, c'est fait pour éviter le blocage du Parlement. Mais là, de cumuler les deux, quasiment... Il n'y a pas de cumul, il faut être clair. C'est qu'il y a eu une interprétation un peu nébuleuse, on va dire, sur l'article 55.5, qui prévoit justement la possibilité, l'une des prérogatives donc, du pouvoir exécutif, c'est de l'utilisation du référendum, mais l'article précise bien que pour ce qui concerne la Constitution, le président de la République ne peut pas recourir à la voie référendaire. Donc en fait, c'est le Parlement qui autorise. C'est le Parlement qui va autoriser. Oui, mais justement, voilà. C'est ça qui est curieux. Donc, après, non, c'est peut-être pas le plus important. Par contre, je suis en désaccord avec vous sur un point. S'adresser au peuple, la meilleure façon de le faire, c'est de passer par le référendum. Je n'ai pas dit non. Non, mais vous avez dit il faut qu'il s'adresse au peuple, c'est ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il a voulu faire. Oui, mais il y a... Même si les règles constitutionnelles l'obligent. Tout à fait, tout simplement. Donc, et non-respect des termes de la Constitution, certes, mais pas un bypass du peuple, puisque la meilleure façon de demander l'avis du peuple, c'est de passer par le référendum. Mais ceci dit, il y a eu un manque quand même de concertation autour de ce projet. C'est ce que dénonce justement l'opposition. Il n'y a pas eu de débat, la réforme a été annoncée comme ça en quelques jours, et puis le président a annoncé... Avant même de demander l'avis de la publié le décret. Bien sûr. Il s'agit quand même d'une modification importante. Vous faites disparaître... C'est pour ça que je parlais d'amateurisme tout à l'heure. Voilà, vous faites quand même disparaître une échelle importante de l'échelle législative de ce pays. Alors moi, je suis contre cette mode des parlements bicaméraux, de chambres. C'est une mode. C'est une mode qui n'apporte pas grand-chose, parce qu'après des allers-retours qui font perdre du temps, il y a de toute façon... C'est une copie coloniale. Hein. Voilà. De toute façon, il y en a un qui a la primauté. Alors, bon, il y a même des pays africains qui sont en train de le copier aujourd'hui, alors que d'autres sont en difficulté. Y compris le mien qui cherche à le faire, et c'est qui est ridicule. Voilà. Bon, je ferme cette parenthèse, je continue. Par rapport à la décentralisation n'entraîne pas automatiquement un meilleur développement de toutes les régions. D'abord, dans votre cas, ce n'est pas une vraie décentralisation, puisque en fait, c'est une déconcentration. Ce n'est pas une décentralisation. Ce sont des bras armés de l'État, du gouvernement, de l'exécutif. Ce n'est pas tout à fait ça. La première chose. Oui. Je continue. Allez, je vous en prie. Vous contestez, mais dès lors que ce sont des gouverneurs qui sont nommés et qui dépendent directement de la présidence, il est évident qu'on n'est pas en décentralisation, on est en déconcentration de pouvoir. La deuxième chose qu'il y a, c'est que vouloir mettre en place une décentralisation, c'est prévoir des moyens qui tiennent compte des déséquilibres, ce qui va entraîner d'autres types de problèmes, sûrement. Surtout pour un pays pauvre. Peut-être Grégory Sileni sur l'analyse de Sega Goundiam. Juste un premier élément déjà, c'est concernant le Sénat, c'est qu'il y a aussi des pays qui ont fait le choix de la suppression. Je pense au Sénégal notamment, qui a fait le choix de supprimer son Sénat. Donc il y a des précédents, et je suis aussi tout à fait d'accord à ce qui a été dit. C'est des systèmes qu'on a hérités et qui ne sont pas forcément les nôtres. Donc je pense que ça, c'est du bon sens par rapport à nos pays. C'est important qu'on s'approprie nous-mêmes nos systèmes qui ressemblent le plus. D'autant que le pays dont on l'a hérité a voulu supprimer son Sénat. Et toujours. La question est d'actualité. Et du nombre des députés aussi. Alors, cela, c'est la première chose. La deuxième chose par rapport à ce qui a été évoqué, c'est certes, oui, la déconcentration dans le sens où c'est une nomination par le chef d'État et par l'exécutif. Après, dans la gestion, il y a une gestion d'autonomie qui va se faire au niveau des localités. Donc, on est dans une décentralisation. Parce que l'objectif sous-jacent de cette réforme, justement, c'est qu'on sorte de cette concentration
du pouvoir qu'il y a sur la capitale, où toute décision doit passer par la capitale pour arriver ensuite sur les différentes régions. Donc là, l'idée c'est qu'il y aura des plans qui seront soumis de manière à ce qu'il y ait une autogestion qui se fasse au niveau des régions, et c'est dans ce sens-là qu'il y aura une décentralisation et des interlocuteurs qui soient au plus près des populations. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas à Madagascar. Sachant qu'on a un territoire aussi très vaste, ça fait partie des paramètres à prendre en considération. Blaise Ndombé-Youm, sans sénateur, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'affaiblir finalement le contre-pouvoir législatif ? Non, tout dépend des échelles de représentation. Si dans les régions, effectivement, il y aurait une décentralisation, le peuple serait proche des premiers décideurs, parce que chaque région aurait son autonomie. Et donc, ces projets qui seraient réalisés, on n'aurait pas besoin d'aller très haut à Madagascar, à Antananarivo, pardon, pour attendre des décisions pour éventuellement une route, une école, un hôpital de région. Donc, ça pourrait se faire, selon ce qui est prévu dans la Constitution, le programme du président actuel. Jusqu'à quel niveau de décentralisation? Parce que ça nécessite des moyens. Il nous l'a dit tout à l'heure. D'énormes moyens. D'abord parce qu'il faut équilibrer les régions. Elles n'ont pas toutes les mêmes ressources. Elles n'ont pas ni toutes les mêmes ressources humaines, ni toutes les mêmes ressources financières, le sol, les mêmes besoins. Donc et puis, il nous l'a dit, d'un point à l'autre de Madagascar, plus on s'éloigne de la capitale, plus on va dans la pauvreté, dans les difficultés. Les routes qui sont difficiles d'accès, les moyens pour y arriver. Éventuellement, que c'est du bon de décentraliser, mais encore faut-il donner les moyens. Pour un pays qui est déjà en grande difficulté, l'a-t-il dit lui-même, ça va être un peu compliqué, mais bonne chance. Après, au niveau des moyens, je pense que la route est assez claire. Parce qu'elle a été déterminée par le chef d'État et le président de la République. C'est déjà, c'est ce qui a été dit récemment, parce qu'il y a les représentants de la Banque mondiale qui sont venus, donc les bailleurs de fonds sont davantage plus rassurés. Chez nous, ça a une importance dans le sens où avant, on cherchait à demander les fonds, il n'y avait pas de politique publique derrière, donc forcément, comment on allait affecter ces fonds-là? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on a nos ressources minières au niveau de l'or, et ça a été mis dans le projet du président qui est l'initiative pour l'émergence pour Madagascar. Et là, on veut vraiment prendre la main mise sur ces ressources qui sont les nôtres, afin qu'on puisse vraiment, la population malgache puisse en profiter, et que ça soit une nouvelle entrée dans le budget de l'État. Exactement. La troisième chose, après, c'est aussi au niveau des hydrocarbures et notamment du pétrole. Aujourd'hui, le pétrole il est exploité dans sa totalité. Il y a 6 blocs qui ont été découverts sur Madagascar. Il n'y en a qu'à un sixième dans l'exploitation du pétrole, sans parler après de toutes les différentes ressources dont nous disposons, que ce soit la vanille et plein d'autres. Donc fondamentalement, on a toutes ces richesses qui entrent en ligne de compte et qui vont être utilisées donc, par les pouvoirs publics. Par ailleurs, il y a aussi une volonté davantage de participation de l'État au niveau de l'économie et des entreprises, afin que l'État puisse encore tirer des recettes et du coup sortir vraiment progressivement de cette dépendance par rapport à l'aide internationale qui avoisine à peu près la moitié du budget de l'État. Eh bien, merci à tous les trois pour toute cette précision. On va passer au reste de l'actualité dans le grand angle. Le 25 avril marquait la journée mondiale de lutte contre le paludisme, une maladie parasitaire très répandue qui menace près de la moitié de la population mondiale. L'Afrique concentre 90% des cas mortels. Alors aucun vaccin n'est encore commercialisé, mais des essais sont en cours. Des essais qui ont permis en 15 ans de faire baisser le nombre de cas à 41% selon l'OMS, un recul de la maladie observé notamment au Sénégal. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage de notre correspondant sur place, El Hadj Ndiaye. Le Sénégal et le Madagascar sont parmi les rares pays en Afrique où le paludisme a reculé selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé. D'ailleurs, le vaccin contre le paludisme est en phase expérimentale seulement au Malawi, au Ghana et au Kenya. Actuellement, nous avons des objectifs d'atteindre la préélimination d'ici 2020, c'est-à-dire l'année prochaine, mais avec un objectif à long terme en 2030 de l'élimination du paludisme au Sénégal. À l'heure actuelle où je vous parle, nous avons quand même une baisse considérable de la prévalence parasitaire sur l'ensemble du territoire national, mais avec une répartition inégale à travers les régions. Depuis 2000, les pays touchés par le paludisme ont fait des progrès remarquables dans la réduction du nombre total de cas et de décès dus à la maladie, mais le bilan humain du paludisme reste élevé.
Un enfant meurt toutes les 2 minutes de cette maladie et chaque année, plus de 200 millions de nouveaux cas sont signalés d'après l'OMS. Le Sénégal, par contre, est un bon élève en la matière. Récemment, nous avons partagé avec la Gambie notre expérience sur ce qu'on appelle la prise en charge à domicile, plus le PECADOM+, c'est-à-dire que c'est des personnels communautaires que nous formons et qui ont en charge de détecter les cas précocement au niveau de la communauté pour une prise en charge précoce. En Afrique subsaharienne, 114 millions de personnes sont décédées à cause du paludisme en 2015. Mais avec le vaccin RTS-S, l'OMS entend réduire ces chiffres de 90% d'ici 2030. Une recherche qui avance et d'ailleurs actuellement il y a un essai qui est en train de se faire au Malawi. Alors beaucoup d'avancées, on l'a dit, on l'a vu dans le reportage, au Sénégal, à Madagascar, aux Comores et en Algérie également. Mais alors la question c'est de savoir comment généraliser au reste du continent les efforts qui ont été entrepris, bien que peut-être la source du parasite diffère d'une zone à une autre. Oui, on va dire qu'il y a plutôt à peu près 500 parasites différents dans le monde, répertoriés. Une cinquantaine au Sénégal, c'est le plasmodium qui est l'essentiel du parasite qui est transmis par le moustique femelle, l'anophèle, vers les humains. Mais la source, c'est souvent là qu'il faut aller taper. Quelle est la source dans laquelle l'anophèle, en fait le moustique en lui-même, vit, ou dans quel environnement vit-il? C'est là où il faut aller taper fort pour que justement on annule cette base qui est source de problèmes. C'est pas juste de soigner des gens. Si vous soignez des gens et que vous continuez à avoir des zones de prévalence moustiquaire, prévalence de la maladie importante, vous ne sortirez pas du problème. Donc je ne parle pas de développement parce que ce terme me paraît toujours un peu biaisé pour ce qui concerne l'Afrique. Il suffit simplement d'aller taper là où ça fait mal. Là, actuellement, on a des zones où on sait qu'il y a une propension à avoir des moustiques. C'est ces zones qu'il faut attaquer. On parlait de marécages à un moment donné, on a constaté que non, pas seulement les marécages, la saleté aussi simplement. On a vu avec le chikungunya dans d'autres pays ou même dans des pneus, dans des petites sources d'eau, il y avait des moustiques. On le voit aussi même dans les pays du Nord, mais qui ne transportent pas ces moustiques-là de la maladie. Par exemple, dans la zone en France, au sud de la France, vous avez aussi des moustiques, mais ceux-là ne transmettent pas la maladie, par exemple. Alors le moustique en lui-même n'est pas un problème, mais c'est l'anophèle qui pose un problème. Les Sénégal a réussi aujourd'hui grâce à un grand programme, d'abord le gouvernement qui a mis beaucoup d'argent, il faut le dire, et les bailleurs de fonds, l'OMS avec la Banque mondiale qui ont aidé le Sénégal également, qui a mis de ça un programme parce qu'il faut le dire, le paludisme fragilise les économies quand même de nos pays en Afrique. Il y a beaucoup de morts. On est passé de 370 000 morts en 2017 au Sénégal à 340 000. C'est quand même important. Donc c'est des programmes qui coûtent énormément cher, mais si on ne va pas à la base attaquer les zones où vivent ces moustiques, il sera difficile de résoudre ce problème dans toute l'Afrique. Grégory Sileni, peut-être sur le cas de Madagascar, qui finalement est plutôt un bon élève dans la lutte contre la maladie. Oui, il y a de très bons résultats aussi à Madagascar. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est d'avoir une certification au niveau de l'OMS pour reconnaître tout ce qui peut se faire. Après, ce que j'ai envie de dire sur l'État sénégalais, c'est que de manière plus générale et plus globale, c'est un État qui est très investi sur le domaine de la santé. C'est qu'on voit même au niveau des chiffres et au niveau de la part du budget qui est accordé et alloué à la santé, c'est l'un des plus importants en Afrique de l'Ouest. Donc il y a aussi plein de choses, des ressorts, je pense, qui sont assez importants. Je pense à la couverture maladie universelle, toutes ces choses-là qui montrent vraiment le volontarisme du président Macky Sall, qui doit en plus normalement se poursuivre là, sur le nouveau quinquennat où on a mis le social comme étant la priorité de la présidence. Donc je pense qu'au départ, on reste toujours sur les mêmes qualité. C'est-à-dire qu'il faut, en termes d'impulsion, il faut vraiment le volontarisme politique pour que les choses puissent avancer et obtenir ces résultats-là. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui sont venus justement visiter le Sénégal par rapport à tous ces résultats probants qu'on peut faire en matière de lutte contre le paludisme. Et je pense que pour que ça puisse se faire et s'étendre à tous les autres pays, justement, il faut voir ce qui a marché, notamment au Sénégal ou chez nous à Madagascar, pour pouvoir reproduire
reproduire et voir un peu tout le système qui a été mis en place, les organisations, et pouvoir reproduire. C'est ça, je pense, qui fera avancer le continent. Donc une question de priorité finalement, Segagun Ndiam. On voit que dans certains pays, la lutte avance plutôt bien, il y a des résultats qui sont positifs, mais dans d'autres pays, on pense notamment à la RDC, au Burkina Faso, en Ouganda, la maladie continue de faire des ravages. Donc là, on peut parler effectivement d'un problème de priorité. Ces États-là n'investissent pas suffisamment dans le domaine de la santé. Oui, mais je ne crois pas que l'analyse soit suffisante. Quand on me parle de résultats, moi je fais le lien entre les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus. Peut-être certains de ces pays surinvestissent par rapport à ce qu'ils auraient pu avoir comme résultat. À vérifier. Oui. Il faut toujours comparer les moyens qu'on développe, qu'on mobilise par rapport aux résultats qu'on obtient. Si je fais 50% ou 100% de plus pour n'obtenir que 2% d'amélioration, certes, je me suis amélioré, mais bon, pas grand-chose. Je mets... Je mets sur un tout autre plan et je déplace le problème. Beaucoup de ces progrès ont été réalisés en travaillant sur le curatif. Moustiquaires imprégnés, bon, ça va un moment, parce qu'on passe pas mal de temps sous la moustiquaire à dormir, mais avant, on peut se faire piquer. Moi, j'étais au Mali jusqu'à la semaine dernière. Je peux vous assurer qu'à partir de 17h30, 18h, le moustique commence à sortir. Donc, avant que j'aille sous la moustiquaire, bon, bref, moustiquaire imprégné. On insiste sur les traitements. Il l'a dit, le monsieur, au Sénégal. Il y a des organisations communautaires qui passent, qui informent dès qu'il y a début des symptômes. Mais c'est trop tard. C'est ce que vous disiez. Tout à fait. Et on insiste sur tel ou tel aspect. Mais ce sont des aspects curatifs. Ça veut dire qu'il faudra traiter le problème à perpétuité. À perpétuité. Alors que le vrai problème, enfin, j'ai vu que quelque part au Sénégal, dans certaines communes, les gens agissent pour faire la chasse aux moustiques, aux flacons. Oui, exact. Ça, c'est ça la solution. Ça suppose travailler avec les populations, leur faire prendre conscience d'un certain nombre de choses et agir à la source. Il faut toujours remonter à la cause première. La cause première, c'est celle-là. Mais quand on regarde, donc ça c'est la première analyse que je fais, une deuxième analyse très très vite, il y a sur les 200 et quelques millions de cas dans le monde, pas de morts, les morts c'est 400 et quelques, 200 et quelques millions de cas dans le monde, il y a 92% qui sont en Afrique. 5% qui sont en Asie du Sud-Est. 2%, on a pratiquement les 100%, 2% qui sont en Méditerranée orientale. Quand on regarde bien, ce sont quoi des pays les plus pauvres? Ce qui explique que la recherche n'avance pas, ce qui explique qu'on n'a toujours pas trouvé de vaccin, ce qui me fait douter qu'on trouve un vaccin d'ici 2030, comme ils le disent. Ce qui me fait douter. Pourquoi? Parce que ça n'intéresse pas les grandes industries pharmaceutiques, parce que ça ne rapporte pas. Quand on investit dans la recherche, on cherche un blockbuster qui fait $1 milliard par an. On en est loin avec des pays pauvres. Même s'il y a beaucoup de gens qui sont concernés, ils n'ont pas le pouvoir d'achat. Dernière chose, là c'est une critique limite, les organisations comme l'OMS et toutes les ONG qui sont rattachées ou qui sont ailleurs, ces gens-là, ils cherchent un job qui les maintienne en vie et en activité, je dirais de manière illimitée. C'est curieux, hein? C'est tout à fait ça. Ils préfèrent soigner les conséquences parce que ça c'est durable, parce que ça maintient l'existence de leurs organisations, parce que ça maintient leur job, plutôt que de soigner à la cause de façon à se couper l'herbe sous le pied. C'est de bonne guerre. C'est aussi simple que ça. Tout à fait. Merci à tous les trois. On marque une courte pause. On se retrouve dans quelques secondes pour la troisième partie de l'Africa Newsroom.